Prenez soin de vous avec le groupe Vive et votre programme La Santé d'abord. Groupe Vive pour une santé accessible à tous. Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de La Santé d'abord, l'émission qui préfère prévenir plutôt que guérir. Nous sommes aujourd'hui de plus en plus nombreux à être en situation de burn-out. Alors le travail a-t-il autant changé ou tout simplement sommes-nous moins prêts à en souffrir? Le burn-out, comment le dépister, comment le traiter et surtout comment le prévenir? On en parle aujourd'hui sur le plateau de La Santé d'abord. En France, 12% de la population serait en situation d'épuisement professionnel. Alors, comment en sommes-nous arrivés là? Peut-on parler véritablement d'épidémie de burn-out? Eh bien, nous allons faire le point avec mes invités. Chantal Audet, bonjour. Bonjour. Vous êtes consultante, coach, formatrice. Merci d'être avec nous. Arnaud Boyer, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes directeur prévention, éducation et promotion de la santé du groupe Vive. Merci également d'avoir accepté notre invitation. Alors c'est vrai que le burn-out, c'est un terme un peu fourre-tout. Vous allez nous aider justement à mettre un petit peu d'ordre et de bon sens dans tout ça et surtout nous donner des solutions pour éviter d'en arriver au vrai burn-out. Mais d'abord, je vous propose d'écouter les Français sur le sujet. C'est un reportage de Damien Desmier. J'ai déjà entendu parler du burn-out. C'est lorsqu'une une charge mentale est trop forte pour une personne et ça se répercute physiquement de manière très violente. Le monde, comment il nous met aujourd'hui, on doit tout le temps travailler, tout le temps être productif et du coup ça peut mettre une pression qui est des fois dure à concilier avec sa propre vie, quoi. Je pense que les manifestations, ce serait l'isolement, en boule de neige, la dépression. On pense forcément dans le milieu professionnel, mais je pense que c'est un tout, mais ça peut partir de là, oui. Ça se passait pas forcément bien avec le patron, et au bout d'un moment, j'ai craqué. Les conséquences d'un burn-out, ça peut aller, je pense, jusqu'au suicide. Les risques, c'est de perdre travail, famille. Ça peut amener à des états de détresse psychologique graves, quoi. Voilà, donc on essaie de s'en prévenir comme on peut, mais... Peut-être que le burn-out, il y a peut-être besoin de se faire aider médicalement parlant, on va dire. Et je pense que la pensée, c'est bien de voir un psychologue pour en parler. Moi, je pense que ça peut être reconnu comme une maladie sans problème. Plutôt un trouble plutôt qu'une maladie, mais ouais. Et on peut faire des burn-out familiaux, professionnels. Je pense que c'est pas que professionnel, mais que par contre, ça arrive beaucoup dans le monde professionnel aujourd'hui. Bon voilà, les Français ont quand même conscience de la gravité du burn-out, du vrai burn-out. Et je le disais en introduction, plus de 12% de la population aujourd'hui serait en épuisement professionnel. D'autres parlent de 300 à 500 000 personnes en situation de burn-out. Mais c'est un phénomène qui est difficile à quantifier dans la mesure où le burn-out n'est pas encore reconnu aujourd'hui comme une maladie professionnelle. Tout à fait. Après des longs travaux législatifs, on n'a pas abouti à la reconnaissance du burn-out et de l'épuisement professionnel comme étant une maladie professionnelle. Néanmoins, le symptôme existe, il est de plus en plus développé, il est de plus en plus détecté, mais sans doute aussi de plus en plus répandu. Et puis chaque cas est particulier, ce qui évidemment rend la chose plus difficile aussi. Est-ce qu'il y a une réelle augmentation du phénomène parce que les conditions de travail sont plus difficiles aujourd'hui, ou alors il y a une médiatisation et une prise de conscience collective qui va rendre ce phénomène plus visible? Chantal, qu'est-ce que vous en pensez? Ça doit, sans doute les deux, en fait, parce qu'effectivement, nos conditions de vie font que l'hyperconnexion, on a de plus en plus de pression au travail, on a vécu beaucoup de bouleversements dans nos sociétés et ça continue, ça crée davantage de stress. Donc, effectivement, sans doute qu'il y a plus de facteurs qui aggravent la situation, mais je pense que la conscience aussi qu'on a du phénomène y contribue aussi. De mettre des mots aussi sur ces troubles-là. Et puis le Covid aussi, avec l'instauration du télétravail, a beaucoup contribué, je pense, à cette prise de conscience collective, notamment concernant la durée des trajets, qui est une source de fatigue importante. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a peut-être des contraintes qu'on n'a plus envie d'accepter. Oui, et je pense que ça, c'est un des gros facteurs que moi, je vois chez les gens que j'accompagne, c'est cette prise de conscience qu'il y a des choses qu'on veut moins accepter aujourd'hui, qu'on n'est peut-être pas tout à fait aligné avec nos priorités et qu'il n'y a pas que le travail, mais si on veut se réaliser au travail, en fait.
Alors, comment reconnaître un vrai burn-out? Alors, je voudrais vous raconter l'histoire d'une jeune femme. Elle s'appelle Laure Delabert, elle a 38 ans et elle a vécu l'enfer du burn-out qu'elle raconte dans un livre très émouvant, À bout de force, aux éditions City. Et effectivement, un jour, son corps et son esprit ont dit stop alors qu'elle menait une brillante carrière dans l'événementiel. Alors, c'est vrai, elle travaillait comme une folle, mais dans son cerveau, il était écrit qu'il fallait réussir toujours, tout le temps, et elle n'a pas écouté les premiers signes que lui envoyait son corps. Un burn-out, ça ne surgit pas du jour au lendemain. C'est un long processus qui, chez elle, aura duré 7 ans. Alors, elle commençait à moins bien dormir, à être irritable, à perdre goût à la vie. Et sa seule obsession, c'était que son médecin lui donne des vitamines, justement, pour qu'elle arrive à tenir le rythme. Elle était dans le déni complet. Et puis, un matin, impossible de se lever pour aller travailler. Son médecin lui a fait un premier arrêt de travail qui va durer 3 ans, pendant lesquelles elle s'est reconstruite. Alors aujourd'hui, elle retravaille, elle a changé de secteur d'activité. Elle travaille toujours beaucoup, mais elle a changé de rythme, elle a choisi de s'écouter. Et elle dit qu'elle a eu de la chance parce que son corps a tiré la sonnette d'alarme à temps et qu'elle s'est fait aider par un médecin. Malheureusement, ce type de situation peut conduire au suicide. Elle dit d'ailleurs qu'elle a eu des idées très très noires, vous nous le confirmez? Chantal, Oui, effectivement, ça peut aller très, très loin. Mais en général, c'est ça, il y a des signes avant-coureurs et on n'a pas tendance à les écouter parce qu'il y a toujours ce sentiment d'urgence. On se dit non, on va tenir le coup, on va tenir jusqu'aux vacances. Ça va le faire cette fois-ci, ça l'a fait avant. Mais éventuellement, le corps accumule beaucoup et c'est souvent le corps qui nous arrête. Qui nous arrête. Alors justement, comment reconnaître un vrai burn-out? Dans le cas de Laure, c'était des problèmes de sommeil, d'irritabilité. Quels sont les symptômes qui doivent nous alerter? Il y a des signes avant-coureurs et ils ne sont pas tous négatifs. Ce que dit Alaya Pines, qui est une psychologue qui a beaucoup travaillé sur le sujet, c'est que pour être consumé, il faut d'abord avoir été enflammé. Et parfois, la traduction du burn-out, elle est aussi par une surstimulation professionnelle qui peut être très grisante. Mais elle s'accompagne aussi d'une perte de sommeil, d'une difficulté à séquencer ses temps de vie professionnels et personnels. On y reviendra tout à l'heure, mais il n'y a pas de vase clos de stress professionnel et de stress personnel. Et souvent, ils s'auto-alimentent. Des tendances aussi nutritionnelles qui sont modifiées, une absence d'activité physique, qui vont venir finalement peser sur l'état général psychologique et de santé même globale de la personne qui est en train de vivre un burn-out. Donc, le point de départ, c'est pas quelque chose de très positif. Un travail qui nous passionne, on se donne à fond, c'est très excitant, mais ça peut être au détriment de notre santé et de notre corps. Si c'était un environnement si nocif, ça ne toucherait pas un Français sur 5 dans son environnement professionnel. Effectivement, beaucoup de gens qui vont se retrouver en burn-out, c'est des gens qui ont une valeur du travail très forte, qui sont investis dans leur travail, qui sont complètement dévoués pour les autres et ils finissent par s'oublier dans cette dynamique-là. Et s'ils ne se donnent pas les moyens, finalement, de se régénérer, de faire baisser un peu la pression régulièrement, eh bien, cette pression-là s'accumule. Mais il faut une prise de conscience. Et là, il faut écouter certains signaux de notre corps. Vous le disiez, une alimentation un peu désordonnée, des problèmes de mémoire, de concentration, une prise de distance mentale et physique aussi. Est-ce qu'il peut y avoir d'autres manifestations physiques aussi, en dehors de la fatigue? Mais bon, on ne l'écoute pas, cette fatigue, souvent. Oui, effectivement, parce que les symptômes sont, oui, émotionnels, il y a mental aussi au niveau de perte d'efficacité, mais physiquement, on peut avoir finalement toutes sortes de symptômes, des douleurs musculaires, des problèmes de sommeil, on va avoir peut-être plus souvent malade, une fatigue qui s'installe, qui ne disparaît pas après une bonne nuit de sommeil ou des vacances. Donc, c'est tout ça qui s'accumule, en fait. Oui, une moins bonne immunité. Chacun somatise différemment, mais on va dire que le triangle maux de tête, maux de ventre et tension musculaire, c'est un classique. Classique d'un pré-burn-out. Et au niveau mental, est-ce que le burn-out peut-il être assimilé à une forme de dépression? Ah oui, c'est une dépression professionnelle. Pas que professionnelle, encore une fois, on y reviendra, mais on est sur une dépréciation de soi, on est sur un sentiment de se sentir incapable de faire ce qui est attendu de nous, et puis une divergence entre les attendus et puis notre capacité à fournir, à produire, qui génère une incapacité à se projeter et puis une image de soi qui est très dégradée. Quelles sont les causes finalement les plus fréquentes de burn-out qui sont aujourd'hui clairement identifiées? Dans le cas de Laure, on a vu justement que c'était cette injonction de réussir à tout prix sa carrière. Est-ce qu'il y a d'autres causes susceptibles d'entraîner assez facilement des burn-out? Il y a la disjonction entre les attentes et notre capacité à fournir. Ça, j'allais dire,
C'est le premier item qu'on retrouve très majoritairement dans les cas. Et puis, il y a aussi la difficulté à assumer le côté séquentiel de sa vie globale, c'est-à-dire comment je peux être à la fois un bon parent, un bon professionnel, un bon conjoint. D'arriver à tout concilier. Et on a des temps qui sont de plus en plus séquencés. On a pensé que le télétravail serait une résolution de cette difficulté. Et on remarque que parfois c'est le cas. Vous l'avez comparé tout à l'heure au temps de trajet. Parfois aussi, c'est une manière de mettre toutes les contraintes dans le même temps. Et on se retrouve avec 42% par exemple des salariés qui sont aussi parents, qui se retrouvent à travailler en dehors des heures de travail et qui mélangent aussi, qui impactent leur situation personnelle dans le cadre de leur activité professionnelle. Donc, Et on parle beaucoup aussi en ce moment du harcèlement moral. Ça peut être aussi un facteur important de burn-out. Oui, c'est effectivement quelque chose qui peut être assez présent, mais même sans aller jusqu'au harcèlement, le climat général qu'il peut y avoir dans une entreprise, est-ce que les gens se sentent en sécurité psychologique, si on peut dire, s'ils se sentent à l'aise d'échanger avec les autres, de soulever une problématique, de dire « Oh, je suis fatiguée, j'en ai trop sur la planche ». S'ils ne se sentent pas à l'aise de le faire, déjà, ça peut causer des problèmes. Mais le harcèlement, pouvoir s'exprimer librement. Est-ce qu'il y a des profils de personnes plus à risque de faire un burn-out ? Parce que plus fragiles sur un plan psychologique, par exemple, ou est-ce que les femmes aussi sont peut-être plus à risque parce que la charge mentale est peut-être plus importante et c'est un facteur de risque de burn-out aussi. Effectivement, on dit souvent que les femmes ont une charge mentale plus élevée parce qu'elles se soucient beaucoup de toute la charge familiale aussi, mais je pense qu'il n'y a pas de profil particulier qui sont plus à risque. On est tous humains, on est tous susceptibles de succomber au stress chronique qui peut devenir un burn-out. Ceci dit, tous les métiers où il y a une plus grande charge mentale, effectivement, ou émotionnelle, en fait, le travail aussi relationnel, d'accompagner les gens peut être très, très drainant. Et si on n'a pas les facteurs de protection à côté, donc le soutien, la reconnaissance, une certaine autonomie, une flexibilité dans son travail, ça peut devenir trop. Et donc, beaucoup de métiers sont à risque. D'accord, donc il n'y a pas forcément des profils psychologiques, plus des métiers, des professions plus à risque de plus touchées que d'autres finalement par le burn-out. On parlait beaucoup il y a quelques années du burn-out pour les professions médicales, mais aujourd'hui, il y a d'autres professions qui sont aujourd'hui touchées. Dès lors qu'il y a une décorrélation entre les attentes et la capacité à y répondre, il y a un risque très élevé. On se rend compte qu'il n'y a pas de Superman qui serait complètement prémuni du risque de burn-out. Vous avez évoqué le cas des femmes. C'est aujourd'hui dans notre société les individus les plus pluridimensionnels. Et donc, du coup, il y a une multiplicité des attentes. Donc, il y a une accélération du risque sur ces profils, c'est clair. C'est en train de nous dire que nous sommes pluridisciplinaires. Statistiquement, Véronique, c'est le cas. Avec Chantal, nous sommes pluridisciplinaires. Donc plus à risque de burn-out, donc si j'ai bien suivi. Apparemment. Alors, on l'a bien compris, l'objectif, c'est de pouvoir intervenir dès les premiers signes que nous envoie notre corps avant qu'il ne soit trop tard, ce que n'a pas fait Laure. Il y a notamment des plateformes spécialisées comme Moodwork qui accompagnent les salariés dans leur quotidien professionnel afin que le travail rime avec épanouissement et non pas avec charge mentale et burn-out. Et c'est un sujet de Maxime Ray. Moodwork est une application digitale qui permet d'accompagner les salariés dans leur démarche de santé mentale et de bien-être au travail. Chaque utilisateur va pouvoir retrouver sur Moodwork 3 types d'outils. Des outils d'auto-évaluation qui permettent aux salariés de comprendre sa situation de bien-être au travail. Ensuite, des outils d'apprentissage qui permettent aux salariés de pouvoir travailler et de se sensibiliser sur des thématiques comme la gestion du stress, la gestion des émotions. Et enfin, un accompagnement disponible par des professionnels comme des coachs, des psychologues du travail ou encore des assistantes sociales. J'ai été confrontée à une situation où j'arrivais plus forcément à gérer ma charge de travail entre mon temps personnel et mon temps professionnel. On a ici le raccourci qui nous permet directement de cliquer sur prendre rendez-vous. Moi, j'ai l'habitude de m'entretenir avec Alexandre Bonhomme, donc je vais prendre un rendez-vous avec lui. Bonjour Carla, comment ça va aujourd'hui ? C'est bien. Et la charge mentale, c'est un sujet qui est très très régulièrement abordé par les personnes qui ont des rendez-vous. Déjà, on va essayer de comprendre le problème de la personne. Et là, on va essayer de travailler dessus pour pouvoir la réhabituer, pour pouvoir lui donner de bons réflexes, de bonnes habitudes au travail. Grâce à ça, donc, j'ai pu me documenter, mais également être accompagnée par des professionnels qui me permettent de mettre en application certaines techniques ou astuces pour alléger cette charge de travail. Alors, c'est un outil qui peut être aussi très utile pour l'entreprise qui a tout intérêt, effectivement, à prévenir le burn-out de ses salariés. Un salarié en arrêt de travail pendant des mois, ça coûte
Ça coûte très cher. Alors, en dehors de faire appel à des plateformes comme Moodwork, quels sont les autres outils que les entreprises peuvent mettre en place aujourd'hui pour le bien-être de leurs salariés ? Très clairement, aujourd'hui, on a seulement 6% des managers qui sont convaincus que les difficultés organisationnelles génèrent un impact négatif sur la santé mentale de leurs salariés. Oui, c'est pas beaucoup, 6%. On est bien d'accord. Donc il y a un vrai travail de conscientisation et encore une fois, de démoralisation, j'allais dire, du sujet. On n'est pas sur une classification de la valeur des personnes. Et en l'occurrence, c'est bien à distinguer du harcèlement que vous évoquiez tout à l'heure, puisque c'est souvent l'organisation qui est maltraitante. Donc travailler sur l'organisation, sur des tips qui sont assez simples. On ne met pas de réunion à partir de 17h, c'est un sujet assez simple. On est sur des temps séquencés entre le respect de la vie professionnelle et de la vie personnelle. Et là aussi, on respecte des temps séquencés. On peut aussi organiser des temps d'activité physique au sein de l'environnement professionnel. Des fois, ça paraît être sans rapport, mais 20 minutes d'activité physique, ça permet de reconcentrer un salarié pour 2 à 7 heures. Ça dépend évidemment à chaque fois des profils, mais ça permet aussi de cleaner un peu l'esprit sur la charge qui était la sienne avant ce temps-là, et de rebooter un peu notre ordinateur personnel. Donc il y a des activités qui sont simples et qui peuvent tout à fait s'insérer dans un quotidien professionnel. Oui, le sport, effectivement, ça, c'est un bon moyen de prévenir ces états de burn-out. Effectivement, le sport a plusieurs bénéfices. On pense souvent physiquement, mais c'est surtout mentalement. Ça apporte une clarté d'esprit, ça nous permet d'être plus productifs, plus concentrés. Ça permet de gérer le stress, évacuer déjà l'énergie du stress, mais aussi de réguler nos émotions. Donc, on a souvent de meilleure humeur après le sport. Donc, tout ça, oui, c'est bénéfique. Oui, beaucoup d'entreprises aujourd'hui facilitent justement l'accès au sport pour ses salariés, que ce soit au sein même de l'entreprise ou alors des partenariats avec des gymnases, des clubs de sport, etc. Alors, si malheureusement on n'a pas su reconnaître les signes du burn-out de façon suffisamment précoce et qu'un matin, on n'arrive plus à se lever, on n'arrive plus à aller travailler, quelle est la prise en charge ? Comment on traite aujourd'hui un burn-out en France ? Alors, classiquement, là aussi, on est sur une prescription d'arrêt de travail. Ce qui est important, c'est de faire du temps d'arrêt de travail un temps utile, avec des consultations en psy pour aussi savoir comment on en est arrivé là. Et puis, une reprise aussi d'activité physique, ce qui est important, une fois que le temps de l'extrême fatigue est passé, et parfois il dure. Vous avez évoqué tout à l'heure le cas de Laure qui est resté longtemps en arrêt, c'est de se dire aussi comment on remobilise le corps et l'esprit avec lui, avec des reprises de la marche, ne serait-ce que 20 minutes par jour. On constate, toutes les études montrent aussi que ça produit de l'endorphine et puis ça remet le corps en marche. Et puis après, il y a ça une remet étude... le cerveau Exactement. en marche aussi. Et puis une étude de poste aussi, la prescription d'un arrêt thérapeutique, demi-temps thérapeutique peut aussi conduire à une reprise du travail progressive. L'idée, c'est de ne pas reproduire et de ne pas replonger le salarié dans l'environnement qui était anxiogène préalablement. Il faut changer les conditions pour ne pas reproduire la même situation. Et une prise en charge médicamenteuse est fréquente, justement, en cas de burn-out ? En France, elle est fréquente. C'est pour ça que je vous pose la question. Elle n'est pas toujours souhaitable. On a un peu la main leste sur tout ce qui va être antidépresseur, anxiolytique, etc. Elle est parfois et régulièrement utile, mais toutes les consultations n'ont pas vocation à se traduire par des prescriptions d'anxiolytiques ou d'antidépresseurs parce qu'elles méconnaissent les conditions qui ont généré aussi cet état de santé antérieur. Chantal, en tant que coach, comment vous travaillez justement avec ces personnes qui ont fait un burn-out ? Comment vous les aidez déjà à passer ce stade du burn-out, à les sortir de là et éviter les récidives ? En général, j'accompagne les gens soit avant de faire un burn-out ou pour éviter d'en refaire un autre. Et donc, l'accompagnement, c'est de les aider à réfléchir à leurs habitudes de vie et de travail dans leur ensemble pour se donner justement les moyens d'avoir plus d'énergie, d'être plus résilients face aux différentes sources de stress. Ça les permet aussi de clarifier leurs priorités, de s'autoriser à faire ce qui est bon pour eux. Et j'insiste sur s'autoriser parce qu'une partie de l'accompagnement, c'est de questionner tous ces « il faut » et « je dois » qui nous habitent, ces injonctions qu'on a intégrées qui vont souvent à l'encontre de s'écouter et de faire ce qui est bon pour nous. Et donc, c'est de l'accompagnement individuel, oui, mais j'accompagne aussi au niveau des collectifs parce que je pense qu'au travail, il faut remettre en question nos habitudes collectives de travail pour pouvoir s'autoriser les pauses dont on a besoin régulièrement dans la journée, par exemple. Donc, il faut que ça se passe aussi au sein de l'entreprise, en fait. C'est pas que des initiatives individuelles. Oui, parce que j'ai vu beaucoup de gens qui disent « oui, mais je ne peux pas faire ça parce que il y a toutes ces contraintes qu'ils croient qu'ils ont par rapport à leur environnement de travail ou à ce que va dire la société ou le patron. Et donc, il faut parfois aussi... Donc, se défaire de toutes ces injonctions. Et au niveau de l'entreprise, qu'il y ait une amélioration au niveau de l'organisation, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Bien sûr, mais même en tant que salarié, on n'est pas contraint de rester passif. On peut demander une priorisation de ses tâches.
On peut demander une calendarisation de ces tâches, encore une fois, pour enrayer le syndrome un peu du tonneau des Danaïdes, où on a l'impression que ce n'est jamais fini et qui vient lourdement impacter les personnes qui souffrent d'un burn-out. Alors, il est possible aussi de consulter des coachs spécialisés dans la prévention des risques psychosociaux et la qualité de vie au travail, un peu comme vous, Chantal. Nous avons rencontré Véronique Lepel-Cointet, qui est co-auteure du livre Les clés du burn-out, guide des bonnes pratiques en entreprise, et elle travaille régulièrement avec un kiné. Regardez, c'est un reportage de Cédric Manet. Reconnecter le corps et l'esprit par une approche globale contre le burn-out, c'est la philosophie de cette équipe de soignants. Le corps est indissociable de la psyché et donc la façon d'aborder le burn-out, de le concevoir, c'est à la fois une approche corporelle et une approche psycho-émotionnelle dans un contexte professionnel. Ici, les signes physiques précurseurs du burn-out sont repérés. Les tendinites récidivantes, les douleurs dorsales et puis les troubles digestifs sont quand même des signes qu'on retrouve régulièrement et qui peuvent être précurseurs des symptômes du burn-out. Des exercices de respiration sont alors conseillés. L'idée, c'est de redonner de l'amplitude à toute la respiration. Donc tu vas mettre tes pieds bien ancrés au sol, tu vas inspirer comme un ballon qui se gonfle dans toutes les dimensions par le nez et tu souffles lentement par la bouche. Autre conseil, l'automassage au niveau des reins. Tu vas serrer tes poings comme ça et puis tu vas frotter là, comme ça, pour chauffer les reins. Une autre bonne habitude est d'effectuer des étirements quotidiens. Donc on va inspirer en levant les bras et en gardant les bras en l'air, tu respires. Les thérapeutes soulignent le lourd impact de l'activité professionnelle. Idéalement, il faut s'arrêter toutes les 2 heures. S'arrêter, ça veut même dire se lever. Et pourquoi pas aller faire un exercice d'étirement, de respiration, pour pouvoir reconnecter, détendre son corps qui est naturellement sous stress et sous tension au travail. Ce sont souvent les entreprises elles-mêmes qui envoient leurs salariés en difficulté vers la structure de soins. Donc voilà, massage, respiration, étirement. Chantal, vous aussi, vous travaillez avec des kinés régulièrement? Avec des kinés, non, mais sur la respiration, sur le corps, effectivement, le premier, disons, le symptôme que je remarque des gens qui sont en stress chronique. Ils ne savent plus respirer. La respiration très superficielle, mais ils sont surtout très dans leur tête et très peu dans leur corps. Ils n'ont pas de conscience, ils ont du mal à respirer profondément. Donc, je les amène à réhabiter leur corps et justement pour pouvoir être à l'écoute. Bien sûr. Et donc, la respiration est un bon moyen de calmer le système nerveux déjà. Il y a plein d'autres trucs qu'on peut utiliser, juste déjà détendre le regard. Moins de symptômes physiques, moins de maux de tête, moins de maux de ventre, etc. Oui, réhabiter son corps, c'est vraiment ça, pour être à l'écoute de ces signes. On peut aussi essayer de positiver son burn-out. On le disait un petit peu tout à l'heure, le fait d'être en arrêt comme ça pendant plusieurs mois, ça peut être l'occasion de faire le point sur ses priorités, de changer d'orientation. Ça peut être une sorte de déclic aussi, Arnaud. Oui, se convaincre dans le cadre d'une reprise d'activité qu'on n'est pas seulement bon à occuper l'emploi qui nous a accompagnés dans cette situation de stress, mais qu'on peut faire autre chose. C'est aussi une manière parfois d'accélérer une reprise d'activité professionnelle, soit dans un environnement qui a été modifié, soit dans un autre environnement professionnel. Et puis oui, l'idée c'est de bilanter et de pouvoir réorganiser autrement ses journées, d'avoir un meilleur équilibre dans le temps qu'on s'accorde à soi, qu'on accorde à ses proches, et puis aussi dans le fait de ne pas reproduire des situations qui nous ont amenés à cet état de santé dégradé. Alors justement, quels seraient vos conseils les plus pertinents, des conseils très pratiques pour éviter une récidive ? Parce qu'après, il y a des personnalités aussi qui vont toujours se lancer à fond dans leur projet, qui vont avoir du mal à s'écouter, à respirer. Voilà, quels sont les conseils que vous leur donnez justement pour prévenir ces risques de rechute ? Déjà, dans un premier temps, dans le haut quotidien, j'invite les gens à se rythmer au travail, c'est-à-dire de faire des pauses régulières, de régulièrement calmer leur système nerveux avant de se remettre à la prochaine tâche. Ça permet finalement de gérer son énergie sur la journée. Mais je pense qu'il faut aussi programmer, planifier les activités qui vont nous nourrir sur différentes dimensions, que ce soit au niveau émotionnel, mental, et donc des temps avec les amis, des loisirs qui nous font du bien, de l'activité physique, par exemple, du temps à l'extérieur. Et donc, le programmer, ne pas attendre qu'on ait le temps, il faut le mettre à l'agenda. Il faut anticiper. Juste pour finir, quelques mots sur le burn-out. Quand on s'ennuie au travail, d'après des études, le burn-out multiplierait par 3 le risque de maladie cardiovasculaire. C'est vrai que pour vous, c'est à prendre en considération comme le burn-out aujourd'hui ? Oui, ça prête. Et ça peut être une source de burn-out aussi ? Ça prête à sourire, mais les impacts sont importants, notamment sur la dégradation de l'estime de soi et donc sur le rôle qu'on a et le besoin d'accomplissement. Donc,
La logique derrière, c'est aussi d'avoir un métier qui produit du sens et d'avoir une vie qui n'est pas essentiellement centrée ou uniquement et exclusivement centrée sur son activité professionnelle. C'est vrai qu'on n'a pas parlé ça, du sens qu'on va accorder à son travail, qui est aussi important. C'est pas que la réussite à tout prix, mais... Oui, puis le besoin qu'on a de grandir, de se développer, de se challenger. Donc, il ne faut pas être trop challengé et tomber en burn-out, mais l'inverse aussi est problématique pour être épanoui et être bien. Donc voilà, mieux vaut prévenir que guérir en matière de burn-out. Un grand merci à tous les deux pour tous ces conseils extrêmement précieux et pertinents. Donc employeurs, n'oubliez pas que le burn-out est un vrai risque professionnel. Soyez à l'écoute du climat de votre entreprise. N'hésitez pas à organiser des ateliers de prévention autour de la sophrologie, à faire appel à des coachs spécialisés comme Chantal. Avant de parler de bien-être, il est aussi essentiel de ce qu'on disait, de se questionner sur le sens de son travail et son vécu. Pour prévenir efficacement le burn-out et que vous soyez salarié et manager, restez vigilants. On n'a pas parlé des managers, mais eux aussi sont à risque de burn-out. Soyez vigilants aux premiers signes de stress parce qu'ils peuvent mener à l'épuisement. Voilà, un grand merci à tous les deux. Merci à tous de nous avoir suivis. J'aurai le plaisir de vous retrouver très bientôt pour un prochain numéro de La Santé d'abord. D'ici là, prenez soin de vous. Le groupe Vive vous a présenté La Santé d'abord, le programme qui prend soin de vous. Groupe Vive pour une santé accessible à tous.